Vous savez ce qui fait moi. Vous avez dû vous en rendre compte, mais en matière de cinéma, je suis un peu du genre à les mouches, et je me retrouve bien souvent à rager sur des trucs dont tout le monde se fout complètement. Du coup, j'ai décidé d'en parler en vidéo, déjà pour me défouler un petit peu, mais aussi pour me rassurer en me disant que peut-être que je suis pas tout seul dans mon cas. I need friends. Donc ce sera peut-être un épisode moins constructif que d'habitude, mais au moins ça détendra. Voici donc 12 clichés qui ne font probablement que moi. J'ai l'impression que ces dernières années, quel que soit le lieu ou l'époque représentée, les personnages de séries et de films américains ont tous le torse rasé. Le problème, c'est que parfois, ça n'est pas du tout raccord avec leurs personnages. Alors peut-être que les 3/4 des acteurs hollywoodiens sont imberbes, mais j'ai quand même un gros doute. Donc soit c'est une demande directe de la production et je trouve ça un peu problématique, soit la production ne réfléchit même pas à cette question et là j'avoue que ça me gêne un peu plus. Parce que, par exemple, quand je vois le torse de Jon Snow, désolé, mais je peux pas m'empêcher de l'imaginer chez l'esthéticienne. Ou encore dans Terminator Genesis, par exemple, le héros vient d'un futur proche dans lequel ce qui reste de l'humanité est pourchassé par une armée de robots tueurs, mais bon, le mec prend quand même le temps de se mettre un petit coup de bique sur le torse tous les matins. Le rose. Bon, et puisqu'on parle de futur proche, quand un film se passe dans le futur, c'est toujours parce qu'il cherche à nous dire quelque chose sur l'époque à laquelle il est produit. Enfin, presque toujours. Et pour qu'on puisse mieux se projeter dans l'univers du film, les scénaristes imaginent généralement des histoires qui se passent dans un futur assez proche, mettons d'ici 20-30 ans. Et, ok, ça fonctionne quand le film est plutôt réaliste. Par exemple, je me suis vachement identifié au protagoniste des Fils de l'Homme, parce que j'aurai le même âge que lui en 2027, l'année pendant laquelle se déroule le film. Le problème, c'est quand le film décrit un futur plus extravagant. Là, je trouve que ça produit plutôt l'effet inverse. Si le futur proche est trop improbable, je n'arriverai pas à m'y projeter. Je n'arriverai pas à m'en sentir proche. Mais bon, le fait de faire se dérouler le film dans un futur assez proche a surtout pour but de faire rêver les plus jeunes en leur faisant imaginer ce à quoi pourra ressembler leur futur. Par exemple, quand j'étais petit, je regardais la série Fantôme 2040 et je me disais que c'était trop cool parce que en théorie, je serais encore vivant en 2040 et peut-être qu'enfin, je pourrais assumer mon fétiche pour les spandex violets. Mais bon, depuis, je me suis fait une raison. Du coup, je compatis avec les gamins qui se sont imaginés que l'année 1997 allait ressembler à ça, et qui se sont retrouvés avec ça. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Dans les films indés américains, quand on veut te faire comprendre qu'un personnage va mal, on te le montre souvent la tête sous l'eau. Et je sais pas trop pourquoi. J'imagine qu'on cherche à symboliser le retour au silence amniotique du ventre de maman. Mais bon, j'avoue que je trouve ça super vain et super factice. Donc bon, si vous voulez être vraiment cliché, privilégiez plutôt les baignoires, mais pour info, ça fonctionne aussi avec les piscines. Il est prouvé scientifiquement que si une scène montre au moins une personne habillée au bord d'une piscine, il y a 50% de chances que cette personne finisse dans la piscine. Et ce chiffre atteint précisément les 99,92% quand il s'agit d'une comédie. Parce que quelqu'un d'habillé qui tombe dans une piscine, c'est drôle. Apparemment. Mais bon, je vous avoue que ça c'est un cliché que j'ai noté assez récemment, donc j'ai pas forcément eu le temps de trouver beaucoup d'extraits. Donc va falloir croire mes statistiques sur parole. Bon, autant le dire clairement d'entrée de jeu, je n'aime pas les films occidentaux pour enfants. C'est pas mon truc. Donc tout ce que je connais en la matière, ça se limite à leurs bandes annonces et leurs affiches. Et rien qu'avec ça, je trouve quand même le moyen de m'énerver. Par exemple, sur les affiches des dessins animés occidentaux, il y a toujours au moins un personnage qui a un sourcil froncé et un sourire en coin. Toujours. Sérieusement, faites le test chez vous sur les films d'animation occidentaux sortis ces 15 dernières années. Une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez plus ne plus le voir. Sans déconner, même le prince de Luce y met maintenant. Va peut-être falloir arrêter là, non ? L'autre point qui me rebute dans les dessins animés occidentaux actuels, c'est leur degré d'hystérie.
Déjà, les personnages sont trop expressifs, leur mimique faciale et leurs gestuels sont hyper amplifiés. Et en plus, j'ai l'impression que les animateurs veulent à tout prix leur coller 15 expressions faciales à la seconde. Mais ce qui me fait vraiment vriller, c'est leur niveau sonore. Et plus particulièrement dans les films pour enfants, il y a toujours un moment où le héros perd le contrôle d'un véhicule, ou tombe d'une falaise, ou se retrouve sur le dos d'un animal au galop, et il se sent toujours obligé de brailler comme un porc. Et ce passage est toujours présent dans les bandes annonces de dessins animés, donc ça veut dire que les communicants savent que ces séquences impactent le jeune spectateur. Et quand je vois à quel point les gamins sont réactifs aux cris, je me dis que dans le fond, montrer ça à un gosse, c'est aussi putassier que de montrer ça à des ados. Mais bon, pour que vous compreniez mieux ce que ça fait de vivre dans ma tête de vieux con, je vais essayer de vous faire ressentir ce que j'éprouve quand je regarde une bande-annonce de dessin animé. Ça ressemble à ça. Quand un acteur joue un personnage affamé qui tombe sur de la bouffe, il en fait toujours 10 fois trop. Et je suis pas un spécialiste de la question, mais bon, il me semble qu'un mec affamé ne mangerait pas en mettant la moitié à côté. En fait, ça me semble juste être un truc d'acteur ou de directeur d'acteur qui essaie de nous faire comprendre de manière bien appuyée que la faim rapproche son personnage de l'état animal ou un truc du genre. Mais pour moi, un bon acteur n'a pas besoin de bouffer comme un porc juste pour nous faire comprendre que son personnage a faim. Je joue mal! Alors, je sais bien que si les monstres géants sont tous lents au cinéma, c'est pour de bonnes raisons. C'est à la fois pour augmenter la tension dramatique, pour qu'on ressente bien leur poids et leur puissance, et aussi accessoirement pour qu'ils ne soient pas complètement cheatés. Mais à chaque fois que je vois une créature géante trop lente, je me dis que ça n'a aucun sens, puisque pour moi, la musculature d'un géant doit être proportionnelle à sa taille. Enfin, ça me paraît très logique, il n'y a pas de raison qu'il se traîne comme un gros sac. Enfin, s'il y a des biologistes dans la salle pour m'expliquer le contraire, je veux bien faire mon mea culpa. Et le cliché du géant trop lent est d'ailleurs bien souvent combiné avec le cliché suivant. Quand un danger imminent apparaît dans un film, il y a toujours un personnage pour crier Et c'est un peu la réplique la plus inutile du monde, puisque le personnage la sort toujours quand le danger est super évident. Mec, il y a un putain de volcan en éruption et des putains de dinosaures qui nous foncent dessus. Qu'est-ce que tu crois qu'on va faire? Qu'on va rester faire un barbecue? En fait, la fonction première de cette réplique, c'est plutôt de servir de top départ, puisqu'elle est généralement suivie d'une course-poursuite. Donc, je comprends parfaitement l'intérêt d'un signal sonore qui brise le calme avant la tempête. Mais, s'il vous plaît, camarades scénaristes, changez au moins de réplique. Mais le n'est pas la pire réplique au monde pour moi. Celle que je trouve la plus solennellement kitsch et qui me fait tomber de mon siège à chaque fois que je l'entends, c'est celle-là. You stand and you fight. That's why we have to fight. So we're here to fight. And I want to fight them. And we must fight back! Fight it. We must fight. Are you willing to fight? Then we'll fight! Now we have a fight. The time to fight is now! You're not gonna get me without a fight. We will not vanish without a fight! This day we fight! This is where we fight. I say we fight. We fight. We fight. We fight. We fight. Alors, vous l'avez compris, il y a plusieurs variantes, mais la base est toujours la même. Dans un moment où on croit que tout est perdu, il y a toujours un mec pour te faire un discours solennel dans lequel il t'explique qu'il va se battre, en insistant bien sur le mot « fight ». Donc, je sais pas vraiment expliquer en quoi je trouve cette réplique aussi ridicule. Mais en fait, j'ai l'impression que les scénaristes
croient que ce mot provoque des érections démentielles chez le public testostéroné. Désolé Hollywood, mais... Alors, pour ce cliché précis, j'imagine qu'il y a un nom plus officiel, mais j'ai pas réussi à trouver, donc s'il y en a qui connaissent parmi vous, je suis preneur. Ce que j'appelle une injonction à kiffer, c'est, tu sais, quand le film te montre un truc qui est censé être super cool, et que juste derrière, il fait dire à un personnage un truc du genre... Whoa, that's so cool, bro! Wow. I know, right? Your boyfriend's a badass. Oh, this is fun. Oh, impressive. That's cool. Whoa. Guys, did you see those explosions? That was unbelievable! That was awesome! It was so awesome. It was awesome. It was awesome. Awesome! So awesome! En fait, c'est la même astuce que pour les rires enregistrés par exemple, c'est un moyen de te forcer un peu la main. Donc je sais pas si c'est une question de neurones miroirs ou quelque chose comme ça, mais apparemment, l'humain kiffe plus quand on lui dit qu'il doit kiffer. Apparemment, l'humain kiffe plus quand on lui dit qu'il doit kiffer. Franchement, elles sont trop bien ces vidéos. Grave. Bon, et enfin, un petit dernier pour la route. D'ailleurs, celui-là, c'est pas vraiment un cliché qui me fait chier que moi. Mais je l'ai quand même mis là parce qu'il me fait vraiment sortir du film à chaque fois tant je le vois arriver à des kilomètres. Dans un film, quand un mec tombe d'un immeuble, il atterrit toujours sur une voiture. Toujours. Donc je pense que le but de ce cliché, c'est surtout d'éviter de montrer un corps humain qui éclate au sol, tout en montrant quand même un impact spectaculaire. Mais bon, ça c'est un cliché super répandu, on le retrouve même dans la BD ou dans le jeu vidéo, donc je sais que je vous apprends rien. Mais si j'avais envie d'en parler, c'est que je voulais vous montrer deux exemples originaux qui jouent sur ce cliché, et qui nous viennent tous les deux des Wachowski. Le premier se trouve dans Matrix Reloaded, et se passe en 3 temps. Au début du film, Neo a une vision dans laquelle il voit Trinity se faire tuer et s'écraser sur une voiture. Il s'agit en fait d'un setup dont le payoff se situera dans le climax du film. À ce moment, la vision de Neo est en train de se réaliser, mais notre héros arrive à temps pour sauver la demoiselle en détresse. La voiture aussi semble épargnée, mais c'est sans compter ce gros tas d'agents qui s'écrasent dessus de tout son poids. Et comme si détruire une seule voiture n'était pas suffisamment spectaculaire, pas de souci, Neo arrive avec une traînée d'épaves derrière lui. Bref, en l'espace de 3 secondes, les Wachowski réussissent un triple payoff, sous la forme soulagement, gag, surenchère. Et ce, tout en rendant un bel hommage à un cliché célèbre de la pop culture. Bon ok, j'ai un peu tué tout le comique en essayant d'expliquer la vanne, donc le second, je vous le mets sans commentaire. Voilà, je voulais vous montrer ces deux exemples originaux pour terminer cet épisode un peu moins constructif que d'habitude, sur une note un peu plus positive. Et aussi, pour rappeler aux éventuels créateurs qui regardent cette vidéo que les clichés peuvent être aussi vus comme des cadeaux, puisque une fois que vous les avez identifiés, il suffit de s'en détourner à peine pour être original ou marquant sans trop d'efforts. Donc que vous soyez créateur ou spectateur, matez du bon, matez de la merde, mais gardez un œil critique. ఏమిటో స్విమ్మింగ్ పూల్ దగ్గర రమ్మన్నారు మరి స్విమ్మింగ్ పూల్ దగ్గర ఎవ్వరూ లేరు స్విమ్మింగ్ పూల్ లో కూర్చొని మాట్లాడుకుంటావా ఏమిటో మరి వీళ్ళు స్విమ్మింగ్ పూల్ రండి స్విమ్మింగ్ పూల్ లో ఉంటాను స్విమ్మింగ్ పూల్